Lunenburg, petit village côtier de la province de Nouvelle-Écosse, au Canada. Nous sommes à moins de 1500 km du cercle polaire. Avec ses maisons centenaires, toutes de bois coloré, ce village de 3500 âmes est classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'est aussi l'un des hauts lieux de la pêche au homard. 36, 37, encore 2. Prends juste les jaunes et remets ceux-là. La pêche au homard est réduite à seulement 3 endroits dans le monde. La Bretagne française, l'État du Maine aux États-Unis et la côte est canadienne, où l'on appelle cela l'or rouge des océans. Un or rouge pour lequel il faudra affronter les dangers de la mer, ses tempêtes, son froid polaire, bâtir des stratégies où le risque est souvent maximum. Chacun a ses secrets dans cette course au profit où les pêcheurs sont prêts à tout pour traquer ce crustacé qui vaut de l'or. La pêche au homard, incroyable industrie qui alimente les étals des poissonneries du monde entier, est régie par des règles aussi séculaires qu'immuables. La saison dure 6 mois et commence toujours le premier jour de décembre, ce que l'on appelle là-bas le Dumping Day, le jour des dépôts. Bonjour les gars. Imaginez un peu, le Dumping Day, c'est 1500 bateaux qui prennent le large en même temps. Tous surchargés avec des quantités énormes de casiers stockés sur le pont. Ce qui fait que c'est si dangereux, c'est que le reste de la saison, ils ont peut-être une douzaine de pièges sur le pont. Mais le jour du départ, certains bateaux vont transporter jusqu'à 500 casiers en une seule fois. Ça pèse des tonnes. Ok, on bouge. C'est le deuxième Dumping Day dans la carrière d'Ollie. Ce jeune pêcheur est venu des États-Unis pour tenter sa chance au Canada. Je suis super excité, comment vous dire. Les homards sont là, très près, ils vibrent, je les sens. J'ai qu'une hâte, jeter mes casiers et commencer la traque. Mais pour que ce soit équitable, on doit tous partir en même temps, c'est la règle du jeu. Parmi les capitaines prêts à s'élancer, Gail, une des rares femmes dans ce milieu marin très masculin. 5 minutes max. Ok. Là, mon stress se focalise sur le spot que je veux rejoindre. Ça va être la course pour sortir nos lignes avant les autres. Tous ces bateaux vont déposer leur casier sur une zone autorisée, un district limité à 25 000 nautiques. Une zone où les meilleurs coins sont connus et convoités par tous. Alors l'équité entre équipages est sous le contrôle de Bill Williams, coordinateur de la zone. Ici, dans le district 33, on n'a pas le droit de partir avant 7 heures. Ils sont tous sur la ligne de départ, c'est comme une course. Vous êtes tous sur quelle fréquence? La 6. La 6. Ok, merci les gars, bonne chance. Ça y est, Gail. À Lunenburg, pas de gros navires. Les embarcations comme les permis de pêche sont très limitées, afin de ne pas nuire à l'écosystème. Gail a acheté sa licence plus de 500 000 $ canadiens, l'équivalent de 300 000 €. Alors le jour du départ, la jeune femme ne perd pas de temps. Bon travail, Gail. Je suis la première. C'était génial. J'avais de l'avance sur tout le monde, j'adore ça. C'est pas grave s'ils me prennent pour une gamine. Il va faire un temps magnifique aujourd'hui. La pêche au homard est l'un des poumons économiques de la Nouvelle-Écosse. Rare et prisé, le homard est ici nommé l'or rouge des océans. Moi, ma stratégie est simple. Déployer mes casiers le plus vite possible. Plus vite tu attrapes un homard, plus vite tu gagnes de l'argent. Plus vite tu mets tes casiers dans le fond, plus vite la pêche commence. Et ces homards affamés vont grimper dans les premiers casiers qui se posent au fond. Il y a beaucoup de dollars à la clé. Desmond est l'un des plus vieux capitaines de Lunenburg. Voilà près de 20 ans qu'il fait équipe avec son fidèle marin Cecil. 2 vieux loups de mer. Allez, c'est parti. Je croise les doigts.
D'habitude, ça se passe bien, mais parfois tu retournes sur ton ancien spot et la pêche est mauvaise. Il n'y a pas de règle. Chaque équipage dispose de 250 casiers au maximum par licence, à répartir où bon leur semble sur la zone autorisée. Allez, s'ils sont là, s'ils ont faim, ils rentreront dans les trappes. C'est comme jouer au casino. Il y en a qui partent, pensant faire ce qu'il fallait, mais traquer le homard n'est pas une science exacte. Certains réussiront, d'autres non. Il faut parier, mais on ne réussit pas à chaque coup. À la surface, des bouées permettent de repérer les emplacements pris par les uns et par les autres. Ça va? Je crois que c'est bon. Mets-le de travers. Tout le monde porte son gilet de survie, n'est-ce pas? Ouais. Et son couteau? Ouais. Évidemment, le risque principal, c'est quand tu es en pleine mer, que tu déploies le matériel, que tu t'emmêles dans les cordes et que tu te fais tirer par-dessus bord avec les casiers. Parlez-moi, je ferai ce que vous me dites de faire. Je vous dirai quand on est dans le secteur, quand je suis prête, quand vous devrez larguer les lignes de casier. Et vous me dites aussi quand vous êtes prêt. Tant que vous ne vous sentirez pas prêt et à l'aise, ne faites rien. D'accord, bonne chance. Bonne chance à vous. Soyez attentifs, soyez prudents. Parlez-moi, je vous en supplie, parlez-moi. Gail, on largue la ligne? Ok, oui, larguez-la. C'est parti. Pour pêcher plus vite et remonter ses casiers le plus rapidement possible, Gail pratique la pêche au troll, une sorte de ligne où plusieurs casiers sont disposés les uns à la suite des autres. Elle immerge et remonte donc ses casiers par série de 10, gagnant ainsi de précieuses minutes qui lui permettent de déplacer ses lignes plus rapidement que si elle le faisait casier par casier. Une technique dangereuse, car les casiers attachés entre eux filent au fond à une vitesse vertigineuse. Un pied autour de la ligne et le marin est directement entraîné dans les profondeurs de l'océan. Soucieuse de la sécurité de son équipage, Gail a fait installer des caméras sur le pont arrière afin d'avoir toujours un œil sur ses marins. Chaque année, la mer emporte son lot funeste de noyés. Pêche réputée dangereuse, le cimetière de Lunenburg est plein de ces plaques funéraires, ces tombes vides commémorant les marins perdus en mer. La pêche au homard est une aventure qui dure 6 mois, une saison entière que nous avons vécue auprès de 4 équipages, de 4 capitaines, experts dans leur domaine. Mon nom est Desmond Knickel. Je pêche sur mon propre bateau depuis 18 ans. Je suis Gail Atkinson et mon bateau s'appelle le Neliro. Mon prénom est Holly et mon bateau c'est le Muscoot. Je m'appelle Craig Tanner et je suis le capitaine du Melissa Ann. Pêche côtière, la capture des homards est paradoxale. D'un poids économique considérable, près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour le Canada, elle se pratique encore à l'ancienne, par milliers de petits bateaux. Ils n'ont qu'un seul objectif, remonter le plus de homards possible. Je suis hyper nerveuse. J'ai limite la nausée. Genre, si je remonte le premier casier et qui contient par exemple juste 2 homards, j'aurais envie de crever. Ce matin-là, c'est le premier jour de la levée des casiers. Un moment attendu par tous les pêcheurs qui espèrent tirer le gros lot. Aujourd'hui, pour la première remontée des casiers, j'espère attraper 700 kilos de homards. Les premiers jours sont généralement payants. Voilà 6 mois que les fonds sont restés vierges de toute intervention humaine. Les crustacés se précipitent alors dans les casiers remplis d'appâts des pêcheurs. Entassés dans les pièges, les homards sont très agressifs en ce début de saison. Les pinces de chaque homard sont donc solidement emprisonnées par des élastiques qu'ils conserveront jusqu'à leur vente en poissonnerie, seul moyen de les empêcher de s'entre-dévorer. Joyau de cette côte canadienne dépourvue d'industrie, le homard est depuis toujours un cadeau, un art de vivre qui a enfanté des générations de pêcheurs. La première fois que je suis parti pêcher avec mon père, je devais avoir, 7 ans, 6 ou 7 max. On a une famille de pêcheurs. Cela remonte à des générations. Tous les membres de ma famille ont pêché. C'est comme une tradition dans la famille et personne n'y échappe. Comme beaucoup d'hommes de la région,
la pêche au homard est le seul métier que Craig ait jamais connu. Alors mon gars, on commence comment cette journée inaugurale? Ça va être une bonne journée. T'arrives à voir quelque chose? Je vois pas qui d'autre ça pourrait être. C'est à nous. Va chercher la gaffe. Chaque saison, Craig doit parvenir à extraire plus de 12 tonnes du fameux crustacé s'il veut faire vivre sa famille durant toute l'année. Il n'y en a qu'un seul dans celui-ci. Où peuvent-ils bien se planquer, ces foutus homards? Le homard est l'un des produits de la mer les plus luxueux du monde. Pourtant, ces pêcheurs ne roulent pas sur l'or. Ça y est, première pêche de la saison. Génial. C'est parti les gars. Comme Oli, la plupart des marins de Lunenburg sont endettés. Le jeune capitaine doit près d'1 million de dollars à sa banque. Voilà de beaux homards, les premiers de la saison. Entre l'achat de la licence et le prix de son bateau, son activité ne sera vraiment rentable que dans une dizaine d'années. 4, 5. Tout va bien les gars? Allez, maniez-vous. Les faites pas attendre ces homards. Ça a l'air pas mal. T'es content? En voilà un beau. La corde est longue, ils viennent des profondeurs. On en a même des gros. Alors, il faut pêcher tous les jours. Un travail harassant et répétitif, mais que l'on vit avec enthousiasme à chaque début de saison. La remontée du premier casier m'excite. J'ai hâte de voir ça. C'est énorme. En voilà un gros, Kat. Tu les guettes, Gail? Je les vois de loin. Quand on les repêche, j'ai la tête par la fenêtre et j'essaie de voir ce qu'ils contiennent avant même qu'ils n'arrivent à la surface. Waouh! J'adore ça, j'adore! Ça commence pas mal. Gail, comme la plupart des pêcheurs de Lunenburg, a ses coins privilégiés. Des fonds qu'elle affectionne, mais qui évoluent chaque année. Raréfaction des espèces, des règlements climatiques, autant de variables qui obligent les pêcheurs à modifier leur comportement. Et voici un casier vide. Ça craint. La pêche n'est pas régulière. Une prise est bonne et la suivante ne ramène que 2 ou 3 homards. C'est pas bon signe. Les pêcheurs sont des chasseurs, des cueilleurs. Ils ont l'esprit de compétition et sont fiers d'attraper un maximum de homards. Ils veulent se montrer plus malins que ces crustacés à 2 pinces. Ils réfléchissent et ils apprennent. Ils connaissent les fonds par cœur. Ils les ont cartographiés. Mais le plus intéressant dans la pêche, c'est que quand tu penses avoir tout compris, là, tout change. Et tu ne sais pas pourquoi. Quelle galère! Bon Dieu, ça me gonfle ces casiers vides. Ouais, c'est vraiment pas top. Je pensais vraiment qu'il y en aurait plus parce que ça s'annonçait favorable. Mais bon, on sait jamais avec cette putain de pêche. La pêche, une histoire de chance. Bill, le garde-côte, a raison. L'expérience ne paye pas toujours. Et c'est bien là-dessus que compte le jeune novice, Oli. On est sur la bonne voie. En voilà un beau. Il y a des homards partout en début de saison. Bien évidemment, il y a des sites qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a des homards partout. Et voilà, regarde comme il est gros, mon gars. Check ça, Oli. Mais les premiers succès vont bientôt faire place aux premières déceptions. La rareté des sites de reproduction n'explique pas seule le prix élevé du homard. Son extraction est aussi soumise aux caprices du temps. Et l'hiver canadien n'est pas celui de la Bretagne. Dès la mi-décembre, les températures chutent considérablement. La température ce matin est descendue à moins 16 degrés. C'est vraiment pas agréable. Ici, on est obligé de faire la course contre l'hiver. Les températures de l'air et de l'eau sont très basses.
Ce qu'on voit devant nous, c'est ce qu'on appelle le sismo, une sorte de brume de chaleur malgré le froid glacial. C'est un phénomène qui se produit quand l'air est beaucoup plus froid que l'océan. En fait, l'eau est plus chaude et provoque de la condensation en surface qui ressemble à du brouillard. C'est beau, c'est très beau, mais ça veut dire qu'il fait hyper froid. La beauté de la nature affecte la vie des homards. Pour se protéger du froid, ils migrent vers des zones plus profondes, plus éloignées de la côte. Il faut donc aux pêcheurs déplacer leur casier en permanence. Regarde-moi cette neige qui tombe et s'entasse. Et espérer que ça marche, quelle que soit la météo. Ça va cailler. Ça sent pas bon cette journée. J'imagine. On pense la même chose. À la difficulté de la pêche d'hiver s'ajoute la fragilité des crustacés, qui, une fois sortis des eaux les plus clémentes, peuvent mourir de froid. Avec ce froid, ils gèlent et meurent en un rien de temps. Ils supportent pas le gel. Donc on réchauffe l'eau de mer. Et quand on sera de retour à Lunenburg, on les mettra dans le Lobster Car, notre réservoir à homards, où ils seront à l'abri du gel. Le homard doit donc rester vivant jusqu'à la poissonnerie, seule garantie de fraîcheur. Seul Gale possède une cale sur son bateau pour préserver sa pêche du froid. Les autres, bien souvent par manque de moyens ou défaut de logistique comme un bateau trop petit ou mal accastillé, doivent se débrouiller comme ils peuvent. Alors les équipages s'adaptent afin de préserver leur prise. Eh les gars, vous ressemblez à des pingouins comme ça. On dirait deux pingouins qui partent pêcher. Waouh! Regarde-moi ça comme il est beau. Par manque de moyens et de place sur son vieux bateau, Ollie, lui, se contente de les replonger dans une grande bassine d'eau de mer, à ses risques et périls. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort? Ça fait un moment qu'il bouge plus depuis qu'il est sorti de l'eau. Et comment vont ceux-là? Est-ce qu'ils ont assez d'eau? Merde. Plus l'hiver avance, plus la pêche devient ardue. Craig dépend, lui, d'un chenal qui régulièrement menace de se refermer par ses températures polaires. Je vois de la glace. J'espère qu'il n'y en aura pas trop pour passer. Je sais pas si on va y arriver. Un passage toujours très dangereux pour la frêle coque du Melissahan. On verra bien ce qui se passera. Le froid n'a rien arrangé. Non. S'il n'y a pas trop de glace et qu'on a des casiers à l'eau, on essaye de maintenir un passage ouvert si le vent nous le permet. Mais s'il commence à faire très froid et que ça gèle, on est bloqué jusqu'à la fonte. Ça sent pas bon. On va monter sur la glace, jeter un coup d'œil. Ouais, on va essayer. Ouais. On fera ce qu'on peut. Ralentis, stop. Il faut manœuvrer avec précaution, discernement, afin de ne rien endommager. Les plus grosses plaques de glace sont attaquées à la main, avec une gaffe. Oh mon Dieu! Nom de Dieu! C'est bon. On est hors de danger. Ok. Ouais, mais c'est encore une journée de foirée. La dette se creuse, Craig. Ouais, enfin, bon, gardons le sourire. Oh mon Dieu. Ce jour-là, le chenal ne sera pas navigable. Autant de homards qui ne seront pas récupérés par le capitaine, mais au moins le bateau est sorti des glaces qui l'emprisonnaient sans dégâts. Pour joindre les deux bouts, les pêcheurs de la côte thésaurisent leur prise. Après chaque journée de pêche, Desmond met ses homards à l'abri des prédateurs dans des caisses en plastique capables de contenir plus d'une centaine de homards et les plonge dans ce que l'on appelle ici un lobster car, une sorte de grand réservoir. Le Lobster Car où je stocke mes homards m'appartient. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai construit avec des potes. Il m'a coûté très peu d'argent, mais il m'a permis d'en gagner beaucoup au cours de ces dernières années. Ainsi immergés, les homards peuvent survivre plusieurs semaines sans manger, comme en hibernation. Ils sont conditionnés dans des caisses pour ne pas s'entre-dévorer,
et plonger dans le lobster car en attendant leur heure. Desmond pourra les récupérer à tout moment pour les vendre dès que le cours lui semblera favorable. Marins-pêcheurs, les capitaines de Lunenburg doivent aussi être des boursicoteurs avisés. Y a quelqu'un? Quelqu'un achète du homard par ici? Car la chair du crustacé peut se vendre du simple au double selon la saison. Abordable en été, elle grimpe à l'approche de Noël, où les aléas du froid rendent pourtant les homards moins goûteux. Holly a rendez-vous avec son acheteur, un grossiste qui envoie sa pêche sur les marchés européens. Encore 4. Noël approche et le cours du kilo est à 10 €. T'as bien fait de vendre aujourd'hui, hein. Pourquoi, il va recommencer à faire froid? Le prix est censé baisser demain, surtout. Sérieux? Ouais, la compagnie m'a appelé aujourd'hui. Ils m'ont dit demain le prix baisse. J'ai dit ouais, arrête tes conneries, c'est pas vrai. Attends, c'est vrai ou pas? Ouais, je sais pas. Vraiment? Une partie de poker menteur où chacun joue sa carte pour gagner le plus d'argent. Cette vente rapportera 40 000 € au jeune capitaine Holly. Je pense que c'est pas une mauvaise affaire. Je sais pas, mais bon, se foutre de nous. Je pourrais les vendre à un autre, mais j'ai encore moins confiance. Faut pas le dire, mais lui, il me donne une prime. Il rajoute 10 centimes au cours du jour, donc pour chaque kilo, il paie 10 centimes en plus. Ainsi va la vie des pêcheurs de Lunenburg. Alors, il faut partir pêcher, quelles que soient les conditions. Quel sale temps! On sort de la baie là, et la pluie est à l'horizontale. D'après le mouvement du bateau, on sent qu'il y a une forte houle. Ce ne sera pas une bonne journée au niveau de la météo. Il faudra faire attention. Ça va être une journée très difficile. Il n'est pas encore 6 h du matin sur le Nelly Row et son équipage féminin. Kate, la seconde à bord, remonte les premiers casiers. Attends que la bouée revienne. Fais attention à toi, Kat. Joli casier. Attention, mets-toi bien sur le côté. Ok, c'est bon. L'apparence des casiers est parfois trompeuse. La température très froide de l'eau incite en effet les plus gros homards à l'immobilité. Celui-ci est trop petit. Revérifie-le. Seuls les plus petits, les plus vifs à la recherche de nourriture, sont susceptibles de s'approcher des appâts. Et la règle est claire, les petits homards doivent être remis à l'eau pour préserver l'espèce. Tout crustacé dont la taille de la carapace entre les yeux et la queue est inférieure à 8,7 cm doit être rejeté. C'est la loi, y déroger peut coûter très cher. Sur le Nelly Row, c'est la deuxième année de pêche pour Keira, une équipière venue en renfort pour accompagner Gail. Et ce jour-là, elle doit s'assurer que les prises ne sont pas trop petites. Dans le jargon, on appelle cela un tinker. Kat savait qu'il y avait ce que l'on appelle des tinkers, des homards trop petits, en dessous de la taille légale. Alors pour faire un test, elle les a mis parmi les autres au lieu de les jeter. Et Keira leur a mis des élastiques. Ça craint. 2 règles sont essentielles dans la pêche au homard. Les femelles remplies d'œufs doivent être rejetées et les petits homards remis à l'eau eux aussi. Pour vérifier tout cela, chaque pêcheur est muni d'un outil de mesure, une sorte de gabarit. On est dans un beau pétrin. On est mal, hein. Ces homards sont très loin d'avoir la taille requise. Quelle galère! On ne peut pas se permettre de faire une telle erreur. C'est tolérance zéro. Si je me fais prendre avec ne serait-ce qu'un seul tinker, ce sont des milliers de dollars d'amende. Et ma réputation est foutue. Des milliers de dollars. Je vais devoir remonter toutes mes caisses du réservoir et vérifier ces foutus homards un par un. Je suis vraiment désolée. Bon, on va les checker. Au moins, on sait maintenant. Mais il va falloir vérifier ça. C'est le problème quand on a des nouveaux à bord. Les DFO sont des fonctionnaires assermentés du ministère de la Pêche en charge des contrôles. Alors ils patrouillent sans cesse dans la baie pour vérifier les bateaux
et s'assurer de la légalité de leur prise. Pendant toute la durée de la pêche au homard, on essaye de maintenir l'ordre du mieux qu'on peut. Géographiquement, c'est assez éprouvant parce qu'il y a des centaines de kilomètres de côte. On vérifie qu'il n'y a pas de pêche autre que celle du homard. Ils ne peuvent détenir sur le bateau que des appâts et du crabe vert. Mais on sait qu'il y a des pêcheurs qui gardent de la morue. On est toujours à l'affût de ces choses-là. L'autre contrôle porte sur la taille des homards et les femelles qui doivent être relâchées, ainsi que les homards pucés qu'il faut remettre à l'eau. Bridgewater Zodiac, Bridgewater Zodiac, détachement Bridgewater, vous me recevez? Oui, Brad, je te reçois. Ok, c'est bon, vous pouvez procéder au contrôle aléatoire et à la vérification des navires. Merci, Brad. On vous appelle quand on est sur site. Ce jour-là, c'est sur Desmond que le contrôle tombe lors de son retour au port. Salut Des, ça va? Ça va mon pote? On vient juste faire une inspection. T'as rien à signaler? Signaler quoi? Toujours les mêmes emmerdes. Mais rien d'autre à signaler. Si tu as des prises à bord, on va jeter un coup d'œil sur tes homards et tes papiers. Les deux hommes se connaissent bien, et pourtant toutes les prises du jour vont être vérifiées. Une seule erreur de Desmond pourrait lui coûter une forte amende, voire même son permis de pêche. Je suis responsable de la mesure des homards. Et en cas de problème, c'est moi qui trinque. Le moussaillon, ou celui qui mesure les homards, n'est pas la personne qui serait inculpée. Ce serait le détenteur de la licence, parce que c'est à lui qu'il revient de s'assurer que chaque prise retenue est légale. La mesure est bonne. Tant mieux. Ok, c'est bon. Merci. Gail, elle, rejoint son lobster car après l'erreur de Keira, afin de vérifier toutes ses prises depuis l'ouverture de la saison. Un travail titanesque à cause d'une petite erreur de sa moussaillonne. Passe-la autour du taquet. Non, non. Dans son lobster car, Gail a déjà emmagasiné plus de 3 tonnes de crustacés. Tout l'équipage doit donc vérifier les homards un par un pour être certain qu'aucun ne puisse coûter sa licence à la capitaine. Mince. Peut-être que Keira pourrait vous aider, non? Ben, on n'a que 2 gabarits de mesure. Enfin, il y en a qui sont gros, pas la peine de les mesurer. C'est vrai. Vous en avez fait combien? Allez, on se magne. Une des mauvaises conséquences du fait d'être capitaine, c'est que tu es responsable de tout. Donc en fin de compte, c'est de ma faute. Je n'ai pas assez vérifié. C'est bon pour cette caisse-ci, je pense. Merci, referme-la et remets-la. Merci. Allez, ferme celle-ci, on check les dernières. Il existe à Lunenburg un profond respect pour les règles de la pêche. Et il est rare que les inspecteurs aient à sanctionner. Brad, on a presque fini. On va rentrer au vaisseau patrouilleur. Ok, merci de nous tenir au courant. Bridgewater, terminé. Le soleil est couché quand Gail et son équipage finissent enfin leur inspection. On a perdu quelques caisses, mais il est à moitié rempli. Pour tous, observer la règle est essentielle pour sauvegarder les futures saisons, même si quelques contrebandiers sévissent dans la baie et vendent les homards sous la côte. Février, son cortège de tempêtes et de froid polaire s'installe sur la baie. Déjà 2 mois que la pêche a commencé, les hommes comme les machines sont déjà bien éprouvés. Et pourtant, la saison est loin d'être finie. Les premières ventes fructueuses ont permis à la plupart des marins de mettre en panne pour se reposer quelques jours. Seul Craig a décidé d'affronter les éléments. Logan! Dis-lui de couper le moteur! Quoi? Dis-lui de couper le moteur! Stop! Volontaire pour sortir le Mélissane de la nasse, Craig force la glace. Mais la neige a pris autour d'un bout et menace maintenant d'abîmer la coque. J'ai fait comme tu m'as dit, je lui ai demandé de s'arrêter. Il me faut un marteau. Un marteau? Il y a un énorme bloc de glace qui pend sur cette corde à la proue du bateau.
Craig est en retard sur ses objectifs. Quelques pannes ont cloué son bateau à quai au début du mois. Alors il continue de lutter contre les éléments pour emmagasiner des journées de pêche, synonyme d'argent. Quand il fait aussi froid, la pêche n'est pas bonne là où on est. Je croise les doigts pour que ça gèle pas avant la semaine prochaine. C'est pas si mal, on y croit. Oh, il y a plus de 50 kilos. 62, 63 homards. Si on arrivait à prévoir ce que vont faire les homards, il n'en resterait plus. Heureusement que la nature leur accorde sa protection. Le froid est intense, mais les journées sont belles. Gail, elle aussi, s'est relancée dans la course. J'avais l'intention de relever mes casiers dans l'ouest et de les ramener vers l'est, où je pensais que la pêche serait meilleure. Mais nous voilà à l'est et c'est la Bérésina. La pêche est vraiment, vraiment mauvaise. C'est genre la pire pêche que j'ai faite depuis que j'ai cette licence. C'est bizarre parce que les appâts sont encore sur les casiers, il en reste suffisamment pour attirer un homard, mais les casiers sont vides. Ils ne sont donc pas là. Elle mise maintenant sur des zones de pêche à grand fond, là où les plus gros homards sont susceptibles d'attendre le réchauffement de l'océan. Mon Dieu, c'est incroyable! Je vais commencer à rigoler là. Non, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais. J'ai vraiment jamais vu ça. C'est moche. Regarde là-bas. Je pense que c'est un casier que quelqu'un a perdu il y a un moment. Kate et Gail viennent de repérer ce que l'on appelle une ghost trap, un casier perdu par un autre pêcheur. La loi maritime est formelle, toute embarcation a obligation de le relever, afin de ne pas laisser emprisonner les homards trop longtemps. Ah, quel bazar! Le suspense me tue. J'ai hâte de voir ce qu'il réserve. Ah! Regardez-moi ça! Il est plein à craquer! La pêche du découvreur lui est acquise, mais le casier marqué par un bracelet numéroté doit être rendu au propriétaire. Il y en a au moins 13 kilos! Pour repérer leur casier immergé, les équipages ont leur propre bouée et leur GPS. Mais il n'est pas rare qu'ils en égarent dans les tempêtes ou le gros temps. Le gros temps, l'ennemi des pêcheurs. Océan déchaîné, vagues déferlantes, houles puissantes, le danger est partout. Et les pêcheurs, même bien amarinés, peuvent parfois être victimes du mal de mer. J'ai été vraiment surpris. Le mal de mer m'a pris au dépourvu. C'est la première fois que je suis malade comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est affreux comme sensation. J'étais vraiment paralysé. On ne peut rien faire. Ni bouger, ni parler. C'est une souffrance terrible qui ne s'arrête pas. Aaron, tu te sens mal? Ouais. J'imagine. Ça fait un moment que je t'ai pas vu sourire. Désolé pour ça, les gars. On va essayer d'éviter le chaos. Faut juste rester tranquille, c'est tout. Pas besoin de stress. La journée est déjà très longue sans ça. On va tranquillement à la cool. Enfin, si on peut. Les stratégies diffèrent selon les équipages. Certains remontent leur casier quotidiennement. D'autres, comme Desmond et Cecil, les laissent immerger jusqu'à 3 jours pour leur laisser le temps de se remplir. Les prises sont mauvaises partout en ce moment. Tout le long de la côte, d'après ce qu'on entend ici et là. C'est une femelle, ouais. Regarde en dessous. Voici ce que l'on appelle une femelle œufée. En d'autres termes, pleine d'œufs. Elles sont bien évidemment interdites à la pêche. C'est l'une des règles majeures pour protéger l'espèce. La prise est donc remise à l'eau. Allez, j'espère bien que les derniers casiers auront fait de bonnes prises. On verra bien si on sauve l'honneur. Je pensais qu'on en aurait quelques-uns. Ouais, moi aussi. Ça me saoule. Excédés par le froid, les mauvaises pêches et la raréfaction des homards, Desmond et Cecil jettent l'éponge et décident d'arrêter là jusqu'au retour du printemps. Ok, merci Des. Bonne chance, et on se revoit dans quelques mois quand tu seras de retour. Et on s'y remettra.
Je serai de retour dans 2 mois. On s'y remettra alors. Ouais, on s'y remettra. Bon, bah voilà. On peut en profiter aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout est bon? Ouais. Après 2 mois de pêche, Gail n'a toujours pas vendu le moindre homard. Ça y est, nous revoilà sur le Lobster Car. Tu vas en prendre combien à la fois? On peut en faire 3 par 3, Russell, non? Ouais, 3 de chaque. Contrairement aux autres pêcheurs de la baie, qui ont écoulé leur pêche sur les marchés internationaux à l'approche de Noël, Gail a parié, elle, sur le Nouvel An chinois, qui se fête début février. Ok, merci, c'est bien. Allez, on s'active là. Depuis que la Chine et les États-Unis se livrent à une véritable guerre commerciale, l'importation de homards américains est maintenant frappée d'une taxe de 20% en Chine. Gail a donc parié sur ce marché chinois émergent. Ça a l'air bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de homards morts. J'espère qu'il y aura plus de 5 tonnes. C'est ça que j'espère. Il devrait y en avoir entre 5 et 6 tonnes. C'est plutôt un bon chiffre, il me semble. C'est pas mal du tout. Boostée par la demande chinoise, la capitaine pourrait aujourd'hui réaliser une formidable vente. Entre taxes réduites et rareté du produit, le prix du kilo de homard pourrait cette année pointer vers un tarif record. 5,4 tonnes. C'est ce qu'on pensait, c'est bien ça. Vas-y, fais le calcul. On a gagné combien? Du calme, du calme. Calmez, je suis trop impatiente. 90 343 €. Combien? Combien? J'ai pas entendu. Rien, tu ne prends pas de part cette fois. C'est un bon chiffre, ça. Ouais, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer. Je suis contente. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a réussi. Oui, on a réussi. Le mois de mars pointe son nez, synonyme de reprise de la pêche pour tout le monde. La nature se réveille d'une longue léthargie. Au-dessus de l'océan, comme en dessous, la vie reprend ses droits. Le chenal de Craig est enfin praticable. Il est temps pour le Melissa Ann de reprendre la mer. Avec cette fois, des casiers en bois, plus lourds que ceux en fer. Mais il se chuchote à Lunenburg qu'il conviendrait mieux aux crustacés de la baie. On a commencé avec 25 casiers en bois, puis on a fini par en avoir 125. On n'a pas remarqué une grande différence. À la rigueur, quelques plus gros homards dans les casiers en bois, mais pas assez pour trimballer ces machins lourds. Et puis les 3 dernières semaines de mai, les casiers en fer ne pêchaient plus rien et les casiers en bois remontaient plein à craquer. La tradition a la vie dure dans ces milieux marins. Rien ne justifie plus d'utiliser ces vieux pièges, mais la plupart s'y mettent malgré tout. Ouais, je veux juste savoir si ça marche ou pas. Parce que tout le monde fait des beaux discours sur les casiers en bois. Et le seul moyen de savoir, c'est de le faire soi-même. Donc j'en ai 50. Et l'année prochaine, si ça marche, j'en prendrai 100 ou pas du tout. On va voir ce que ça donne, ce truc. Oh la vache! Ils sont lourds, hein? Et bientôt, ils le seront encore plus, plein de homards. Si ça se trouve, on va se retourner et le casier sera en train de flotter. C'est bizarre ces caisses en bois très rudimentaires. Ouais, tu m'étonnes. Même un phoque pourrait l'ouvrir. Même mon chien pourrait l'ouvrir. On va les laisser là quelques jours et on verra ce qui se passe. Au printemps, le compte à rebours s'enclenche pour nos pêcheurs. En voilà un beau. Un très beau. Desmond le sait bien, s'il veut réussir sa saison, il va devoir mettre les bouchées doubles. Les prises de printemps sont plus goûteuses et donc plus appréciées des grands chefs, ce qui permet de maintenir le prix de la chair de homard. Elle pointe encore en ce mois de mars à près de 8 € le kilo.
La journée a été rentable. J'ai pas gagné à la loterie, mais j'ai couvert mes frais. Et j'ai pris au passage quelques dollars. Vous savez, au printemps, on est sûr de rien. C'est une longue période difficile. Une pêche qui devient rentable, car le homard, à la recherche de fonds chauds et de nourriture, se rapproche cette fois des côtes en ce printemps. On y va! C'est moins de trajets, moins de fatigue et autant d'économies de carburant. On connaît, enfin mon père connaît bien la zone. Et on sait que ces dernières années, les homards ont mué tard. Pour ça, ils s'enfoncent dans le sable ou se faufilent entre les rochers. Donc on sait qu'ils sont là. On doit attendre le moment idéal pour que la température de l'eau monte encore un peu. Rien n'est sûr. On cherche des crevasses sous le sable, impossible à voir. Des petits trous entre les rochers. On ne sait pas vraiment. Je ne vois rien là, Craig. Je vois la pointe du rocher là. La pêche de printemps se passe entre les rochers. On s'infiltre dans une tranchée entre deux rochers, puis il faut faire marche arrière pour ressortir et entrer dans un autre passage entre les récifs. Là, par exemple, on surveille la roche. On peut voir le contour du rocher juste quand on voit les vagues ou la surface de l'eau a une apparence différente. Eux, ils gardent un œil sur le sonar et je surveille la vue. D'habitude, l'eau est assez claire, mais aujourd'hui, elle est trop trouble pour voir le fond. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un mammouth? Eh ben voilà un beau homard. Ouais, super. Des beaux homards dans le premier. 2. Eh ben voilà. 3. Les premiers homards du printemps. Une pêche qui peut être dangereuse, mais le danger n'a que peu de prise dans ce coin reculé de la planète, devant la nécessité de nourrir sa famille. Mon Dieu, en voilà un gros. Ça nous fait 75-100 kilos, rien que pour les deux casiers. Eh ouais. Là, ça a l'air encore meilleur. Ouais, t'as raison. Naviguant entre les rochers à fleur d'eau, Craig a une technique bien particulière. C'est au grappin qu'il attrape ses casiers. Faut pas que je la loupe, hein. Tu vas me charrier sinon. J'aime travailler avec Craig et son père, Gary. Ils me traitent comme leur égal. Il y a un temps pour travailler et un temps où on peut rigoler. Mais en fait, on rigole tout le temps. Oh mon Dieu! Mais t'en as loupé combien aujourd'hui? Tu sais plus viser. Ah, ça va, j'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. Ouais, il faut surtout que t'ailles au stand de tir pour apprendre à viser. Mais avec le printemps reviennent dans les eaux de Lunenburg les pires prédateurs de homards. Ce n'est pas l'homme, mais le phoque. Il y a quelques phoques. Il y a quelques phoques, Craig. Arrête, j'en ai marre d'entendre parler de ces saletés-là. Au printemps, chaque jour, on croise une bonne centaine de phoques allongés sur les rochers. Particulièrement à la pêche à marée basse, parce qu'ils ont beaucoup de rochers à leur disposition. Et en vrai, ils sont vraiment chiants, parce qu'ils essaient d'ouvrir nos cages et piquer les appâts, sans parler des homards. On se fait emmerder par ces foutus phoques. Ils jouent avec nos cordes, et ils mettent un bazar dans nos bouées en pensant que c'est un jouet. Vas-y, amuse-toi maintenant. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Un sujet brûlant à Lunenburg. La population de phoques est en effet passée de 8000 en 1960 à 400 000 aujourd'hui. La faute, selon Bill, à l'une des icônes françaises. C'est vrai que les phoques sont un réel problème en Nouvelle-Écosse. Il y a Brigitte Bardot et d'autres acteurs célèbres. Oh mon Dieu, ils protègent les phoques. C'est une catastrophe. S'ils n'étaient pas aussi mignons, on nous aurait laissé les écraser. Mais comme ils sont adorables et ressemblent à des petits chiots, on ne fait rien. Ces saletés prolifèrent car ils n'ont pas de réels prédateurs naturels. En Nouvelle-Écosse, c'est un peu plus de 11 500 tonnes de poissons et de homards qui sont dévorés chaque jour par les phoques, ce qui pourrait mettre en péril tout l'écosystème. Il y a des années, les phoques étaient chassés. On arrivait à les gérer, mais là, tu vois,
Chacun a son opinion là-dessus. Mais en tant que pêcheur, je pense qu'ils devraient être contrôlés, régulés. Vraiment, ils sont nuisibles. Je suis fasciné par les animaux qu'on dit nuisibles. Les pêcheurs disent que les phoques cassent leur casier et volent les homards. Moi, je pense que ce qui arrive en fait, c'est que les phoques entrent dans les casiers pour les appâts, surtout au début de la saison, quand les odeurs sont fraîches et appétissantes. Les phoques font beaucoup de choses que les hommes trouvent nuisibles. Et pour les phoques, c'est juste l'occasion d'un déjeuner gratos. Ils ne pensent pas qu'ils sont si mauvais. Mais la présence des phoques n'est pas l'unique souci des pêcheurs de Lunenburg au retour du printemps. Regarde le monde ici, ça me rend malade. C'est la loose. Tu m'étonnes, décourageant. Avec le réchauffement de l'océan, les homards ont migré vers la côte, le plus près possible des rochers. Alors tous les pêcheurs y ont jeté leur casier. Tu sais, il y a probablement, je sais pas moi, une vingtaine de bateaux dans le coin. Et tout le monde se rapproche des côtes. Parfois, tu peux pas te frayer un passage pour poser ton casier. Et tu es obligé d'aller pêcher plus loin. Ça va pas s'arranger. Tout le monde va débarquer dans le coin, quand les homards vont vraiment migrer. C'est marrant. Dans un casier, tu peux trouver 3 homards d'un coup, et dans les 10 qui suivent, t'en chopes pas un seul. Les meilleures zones sont tapissées de pièges. Difficile de se faire une place. La pêche de Desmond s'en ressent. Rien, il n'y a plus rien. Rien de rien, c'est le désert. Bon Dieu, il y a trop de casiers vides. Habituellement, au printemps, tu te bats pour 600, 700 homards par jour de pêche. Et là, en une demi-journée, t'en sors 5. Ça m'angoisse et ça m'énerve que tout le monde pêche au même endroit. On sera chanceux si on en chope quelques kilos. Holly, lui, s'est éloigné des côtes pour immerger ses casiers en bois. Un pari qui pourrait s'avérer payant, même s'il coûte plus cher. On prend le large et on va relever nos casiers en bois pour la première fois. Je m'attends pas à trouver grand-chose, mais on sait jamais. Je suis pas sûr qu'on pourra remarquer une différence aujourd'hui entre les deux types de casiers. Mais qui sait, j'aimerais bien en tout cas avoir une bonne surprise. Il n'y a personne dans la baraque? C'est un peu déprimant. Aide-moi, mon Dieu. Seigneur Jésus, envoie-nous des homards. Après des mois de mer, la levée des casiers est toujours et encore une source d'angoisse. C'est bon, ça. Ils sont là, ça y est. Les voici, nos homards. Mais déjà, la saison se termine. La fin du mois de mai signe celle de la pêche. La plupart des capitaines sont satisfaits. Desmond a pu prélever une quinzaine de tonnes de homards. C'est assez d'argent pour tenir jusqu'à la saison prochaine. Et ce dernier jour, il va devoir lever ses casiers définitivement. Je me suis arrangé pour avoir des gars en plus aujourd'hui pour ramener les casiers à quai. Mais ma décision est prise. J'y vais très tôt. Et là, pour l'instant, les prévisions météorologiques ont changé pour la matinée. J'essaie de limiter les risques, mais une fois que tu prends ton bateau avec des casiers dedans et les kilos de homards de la journée, c'est très lourd. Il y a toujours du danger. Donc on va essayer d'être prudent et ça va bien se passer. Une symbolique dernière journée de pêche. Ce ne sont pas les prises qui comptent le plus. La sécurité prime sur tout le reste. Personnellement, je pense que le dernier jour du retrait des casiers est plus dangereux que le premier jour de la dépose des casiers. Le lancement de la saison est hyper surveillé. Vous ne pouvet pas sortir au-dessus de 25 nœuds de vent. Mais le dernier jour, il n'y a pas de contrôle. Et en plus, il y a une loi qui dit que si tu ne récupères pas tes casiers avant la fin de la saison à cause du mauvais temps, tu as le droit d'aller les chercher. Mais les homards, tu es obligé de les remettre à l'eau. Avec la fatigue, des erreurs peuvent être commises.
On va chercher notre dernier casier. Le dernier de la saison. C'est pas trop tôt. Ah, le voilà. C'est bien ça, on termine par un gros. Les casiers s'empilent au fond du bateau. L'océan va bientôt retrouver sa quiétude et les homards pouvoir se nourrir tranquillement dans les eaux calmes de Lunenburg. Tout le monde est rentré chez soi vivant. Il n'y a pas de doigts, de mains ou de pieds abîmés. Tout le monde est dans un bon esprit. Donc ouais, ça s'est bien déroulé cette saison. Après 6 mois de tension, d'angoisse, d'espoir, la pression se relâche. Seuls les plus jeunes s'amusent encore de la compétition. Dernier jour de la saison, on veut monter jusqu'à 60 beaux gros homards et après se reposer pendant plusieurs mois. Moi, j'irai à l'école et je risque de dormir en cours. Dernier jour. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais continué encore des semaines. Mais c'est la fin de la saison. On est dans une machine à laver, là. Ouais, on est comme des slips dans le tambour. Fin d'une saison réussie. Craig capturera finalement près de 80 homards en ce dernier jour de pêche. On peut en avoir un gros pour le dernier? Ou rien du tout. Même 2 gros. Et voilà le dernier casier. Dernier casier de la saison. Aujourd'hui, c'est une journée unique. Dernière journée de la saison. Je pense que c'est ma plus grosse charge à bord quand on va rentrer. Le bateau sera très lourd, donc on va devoir être très organisé sur la relève. Puis le stockage de nos casiers. J'espère qu'on aura quand même quelques homards. Mais la priorité est que la journée se déroule en toute sécurité. Gail aura pêché, elle, près de 45 tonnes cette saison. Preuve de sa détermination et d'une organisation implacable. Fais attention, hein, ça glisse. Prends ton temps, hein. Pose pas ton pied ici. T'inquiète pas, je suis assise. Tu peux tourner un peu le bateau pour qu'on soit face à la houle? Ok. Prends ton temps et tends la corde le plus possible. Ça, c'est le dernier pour la saison. Le dernier pour 2019. C'est ma traîne numéro 13. J'adore le numéro 13, contrairement à beaucoup de gens. Ah, celui-là mérite une étoile. L'équipage du Nelly Rowe et sa capitaine ont donné la leçon à beaucoup de gros bras du quai de Lunenburg. Preuve que la pêche n'est pas une question de genre, mais de motivation. Cool. Quelle belle manière de finir la saison. Et le numéro 13. Ok, on y est presque, les gars. Le dernier pour la route. Encore un. Elle est contente. Et voilà. Ah. J'ai plus à réfléchir dorénavant à où placer mes casiers. Ça a été une bonne saison, une très bonne saison, et j'en suis très reconnaissante. On l'a fait! Ouais. Viens ici, ma belle. Fais-moi un câlin. On l'a fait! Ouais. Cette dernière remontée a été vraiment intense. Prête? J'ai pas été très douée pour l'ouvrir. Santé au Nelly! À cette saison! 2019, très belle saison! Tous repartiront l'année suivante. Il faut bien gagner sa vie dans ce coin reculé du Canada. Et même si la pêche est un exercice difficile, dangereux, parfois ingrat,
Ils vivent tous 6 mois par an, une extraordinaire aventure.